1948, Harry Truman a été réélu contre toute attente, je vous l'ai raconté. Truman va être président les 4 années qui suivent, mais sera-t-il réélu en 1952 ? Va-t-il même se représenter ? Vous le saurez dans quelques instants puisque dans ce 3e épisode, nous allons traiter des élections suivantes, celles de 1952 et de 1956. Je suis Olivier Duhamel, bienvenue dans l'épisode 3 de Mr. President, le nouveau podcast d'Europe 1 Studio qui raconte l'extraordinaire histoire des élections présidentielles américaines. L'élection de 52 a d'abord connu un cas sans précédent. Le président sortant, Harry Truman, a été obligé de renoncer à se présenter. Un dénommé Kefauver, sénateur démocrate du Tennessee, populiste déchaîné dans la dénonciation de la corruption et du crime, bat Truman à la première élection primaire, celle du New Hampshire. Vous savez, ces élections primaires qui sont le premier temps des présidentielles américaines, celui dans lequel chaque camp va choisir son candidat. Truman est trop impopulaire, notamment à cause de la guerre de Corée. Truman, président sortant, jette l'éponge et renonce à la candidature. Suite de l'histoire. Kefauver gagne presque toutes les primaires. Mais à l'époque, il n'y en a pas partout. Dans nombre d'États, ce sont juste des conventions du parti qui choisissent leurs délégués à la convention nationale qui choisira le candidat. Et les boss du parti, comme on les appelle aux États-Unis, les boss, les apparatchiks, on dit souvent chez nous, les bureaucrates de la machine, contrôlent bien leur convention d'État. Tant et si bien qu'en juillet, à la convention nationale, le sulfureux Kefauver, surnommé Cow Fever, fièvre de vache, va avoir des difficultés. Certaines machines démocrates ont des liens avec la mafia que lui, Kefauver, pourfend. Il est donc écarté au profit d'Adlai Stevenson, gouverneur de l'Illinois et progressiste raisonnable. Stevenson est le type du démocrate issu de l'élite. Un grand-père vice-président des États-Unis à la fin du 19e siècle, un autre ami et conseiller, un autre grand-père, ami et conseiller du grand Abraham Lincoln, et puis lui, Adlai Stevenson, passé par les plus excellentes des universités, Princeton, puis Harvard. Adlai Stevenson est donc le candidat démocrate et pas Truman. Côté républicain, les primaires opposent essentiellement 2 hommes. L'éternel candidat, le conservateur Robert Taft, que nous avons déjà rencontré 4 ans plus tôt, et en face de lui, le héros de la Seconde Guerre mondiale, le commandant en chef des troupes alliées en Europe, le général Eisenhower, qui cette fois a accepté de se lancer. Eisenhower gagne les primaires de la côte Est, Taft gagne celle du Midwest, les deux arrivent à la convention de Chicago au coude à coude. La bataille est féroce. Certains partisans des 2 candidats en viennent aux mains. Eisenhower gagne le premier vote de peu, 595 voix contre 500. Le second tour très nettement, 845 contre 280. L'affaire est réglée. Commence alors la vraie campagne. La campagne pour l'élection, non pas du candidat, mais du président. Les Américains veulent le changement après 20 années de présidence démocrate. Une seule difficulté surgit pendant cette campagne pour les Républicains. Elle vient du côté du candidat vice-président Richard Nixon, qui est mis en cause pour des dons qu'il aurait reçus et qu'il n'aurait pas déclarés. Il répond par un discours resté célèbre, dénommé Chequers Speech. Dans un premier temps, Nixon démonte les attaques. Et puis, il parle d'un don précis. Celui d'un chien. Un chien dénommé Checker. On lui a offert ce chien. Et il dit qu'il ne rendra pas le petit chien parce que ses filles l'adorent.
triomphe de Nixon. On ne parle plus de l'affaire des dons éventuellement irréguliers. Pour le reste, la campagne développe un tapis rouge pour Eisenhower, surnommé Ike. Les Américains adorent donner des surnoms courts à ceux qui ont des noms un peu plus longs. Dans sa famille, tous étaient dénommés Ike, au lieu de Eisenhower. Son grand frère Edgar, Big Ike. Lui, le général Douglas, Little Ike. Et le choix du slogan de campagne a été aussi simple que génial. I like Ike. Lors de chaque étape, les gens viennent voir Ike. Si possible, toucher Ike. 34 millions de voix pour Ike. 27 millions pour Stevenson. 55% contre 44. Ike est vainqueur dans tous les États, sauf 9 États du Sud. Décidément, they liked Ike. Leçon numéro 2. Un président sortant peut être empêché de se représenter tant il est impopulaire. Truman le montre en 1952. François Hollande subira cette rude loi 65 ans plus tard. Et leçon numéro 3, un slogan bien choisi peut faire gagner beaucoup de voix. I like Ike l'a prouvé. François Mitterrand le vérifiera avec la force tranquille en 1981. Le général Eisenhower est élu président des États-Unis, il préside 4 ans durant, et la présidentielle de 1956 répète celle de 1952. Même candidat, Eisenhower, le président sortant pour les républicains, Stevenson, le challenger d'avant pour les démocrates. Originalité, à la convention nationale tenue à Chicago début août, celle des démocrates, pour créer un peu d'excitation, Stevenson, au lieu de désigner le candidat vice-président à ses côtés, a laissé ce choix ouvert au vote des délégués. Kefauver l'a emporté, mais il a failli être battu, vous savez par qui ? Par un jeune sénateur inconnu hors du Massachusetts qui l'avait élu, un certain John Fitzgerald Kennedy. RAS ensuite dans la campagne, Ike l'emporte dans 41 des 48 États, l'Alaska et Hawaï n'ont pas encore le statut d'État, et il triomphe avec 57% des votes populaires. Alors quelle leçon tirer de la réélection d'Eisenhower, et déjà de son élection d'ailleurs? Eh bien la leçon numéro 4, un général vainqueur d'une grande guerre est un excellent candidat. De Gaulle le prouvera en 1959 au suffrage indirect et en 1965 élu par le peuple. Tout général qu'il soit, un président américain ne peut cependant faire que 2 mandats. Alors qui pour succéder à Eisenhower en 1960? Le suspense sera grand. Réponse dans le prochain épisode. Vous venez d'écouter le 3e épisode de Mr. President. Ce podcast Europe 1 Studio a été réalisé grâce au soutien de l'Institut Montaigne que je prends le temps ici de remercier. Et merci aussi à l'équipe à mes côtés sur ce projet, Capucine Patouillet pour la préparation, Mathieu Blaise à l'enregistrement, Christophe Davio à la réalisation, Fanny Rascle à la production et le service documentation pour les si précieuses archives d'Europe 1. Si cette histoire vous a plu, vous pouvez vous abonner, c'est gratuit pour ne pas rater la suite, faire abonner vos amis et l'écouter sur Apple Podcast, Google Podcast, YouTube, que sais-je encore. See you soon.